Bonjour. Je suis très heureux de pouvoir alimenter nos échanges avec un texte d'Abdenour Bidar, tiré de la lettre ouverte au monde musulman, aux éditions Les liens qui libèrent. Quelle heure est-il dans notre civilisation humaine ? Quelle heure est-il ? Il se pourrait bien que l'heure de succéder au Dieu soit venue. Notre condition humaine est en train de se déconditionner de toutes parts. Là où il y a peu encore nous étions conditionnés, déterminés, soumis aux lois de l'espace et du temps, nos capacités font un prodigieux bond en avant. Plusieurs de nos limites, jusque-là infranchissables, ne le semblent plus, avec la génétique, avec la médecine régénérative, avec les interfaces qui se multiplient entre l'homme et la machine. Faut-il se réjouir ? Le problème, et il est énorme, est que si nous sommes en train de devenir quelque chose comme des dieux, c'est pour l'instant sans aucun but spirituel. Et hélas, le plus souvent, pour le pire d'un accroissement aveugle de puissance. Quelque chose d'absolument inédit et radical est en train de se produire, mais pour l'instant, nous sommes incapables d'en prendre la mesure et la maîtrise. Incapables de donner à ce bouleversement une direction digne de ce nom. Notre puissance d'agir de jeunes dieux inconscients nous fait dépasser une à une toutes nos anciennes limites de façon anarchique, matérialiste, souvent destructrice. Destruction de la nature par la chimie qui l'empoisonne, et destruction de nos équilibres sociaux par une explosion de nos capacités à produire de la richesse telle que la vieille cupidité devient elle-même sans limite. La question est, quelle vie spirituelle pour l'humanité nouvelle ? C'est à tous ceux qui rêvent ensemble de révolution spirituelle que je m'adresse, pour leur donner confiance en ce qu'entrevoit leur espérance. Ma Oumma, communauté des musulmans, c'est l'humanité. L'humanité de ces femmes et de ces hommes de progrès qui portent en eux la vision du futur spirituel de l'être humain. Je salue la lucidité et le courage de ceux qui ont parfaitement vu que c'est l'état général de la maladie profonde du monde musulman qui explique la naissance des monstres terroristes au nom d'Al-Qaïda, Al-Nosra, AQMI ou État islamique. Ils ont compris que ce ne sont que les symptômes les plus graves et les plus visibles sur un corps malade, dont les maladies chroniques sont les suivantes. L'impuissance à instituer des démocraties durables dans lesquelles soit reconnue comme droit moral et politique la liberté de conscience vis-à-vis des dogmes et de la religion. La difficulté à améliorer la condition des femmes dans le sens de l'égalité, de la responsabilité, de la liberté. Enfin, la puissance à séparer le pouvoir politique de l'autorité de la religion, à instituer un respect, une tolérance, une véritable reconnaissance du pluralisme religieux. Si je te critique aussi durement, ô mon cher monde musulman, ce n'est pas parce que je suis un philosophe occidental, mais parce que je suis un de tes fils conscient de tout ce que tu as perdu de grandeur passée depuis le XVIIIe siècle. Où sont tes grands intellectuels ? Quelle est la sagesse que tu as à proposer au monde ? Où sont tes Mandela, tes Gandhi? Où sont tes grands penseurs dont les livres devraient être lus dans le monde entier comme au temps où les mathématiciens et les philosophes arabes ou persans faisaient référence de l'Inde à l'Espagne? Les monstres ne volent que les visages qui sont déjà déformés par trop de grimaces. Tu veux savoir comment ne plus enfanter de tels monstres ? Je vais te le dire. C'est très simple et très difficile à la fois. Il faut que tu commences par réformer toute l'éducation. Tout est là. Que tu réformes chacune de tes écoles, chacun de tes lieux de savoir et de pouvoir, que tu les réformes pour les diriger selon les principes universels.
Quels sont ces principes? La liberté de conscience, la démocratie, la tolérance et le droit de citer pour toute la diversité des visions du monde et des croyances, l'égalité des sexes, la réflexion et la culture critique du religieux dans les écoles, les universités, la littérature, les médias. J'ai été charitablement averti par les uns que j'allais trop loin, excommunié par les autres, critiqué parce que je revendiquais le droit à une pensée critique. Je me bats avec les outils de la raison et de la foi, ensemble, sans contradiction, avec aussi ce que les soufis appellent l'œil du cœur, la vision intérieure, l'inspiration profonde de cette lumière spirituelle dont parle le Coran, lumière qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Le monde musulman voudrait bien pouvoir, l'esprit tranquille, enfermer l'Occident dans la caricature du matérialisme, de l'athéisme, de l'individualisme, mais la critique de l'Occident n'est pas si facile. Il est épuisé, il s'est beaucoup contredit, il a causé de terrifiantes destructions, certes, mais sa complexité prodigieuse est aussi d'avoir fait avancer l'humanité tout entière, à pas de géant, depuis plusieurs siècles, dans les droits de l'homme et le progrès scientifique, et plus encore avec la pensée critique et la sortie de la religion qu'il a initiée. Cette sortie de la religion se poursuit, malgré ce que certains appellent le retour du religieux. Jamais plus la religion ne retrouvera son ancienne position centrale, et le fait que les religions ne soient plus qu'un phénomène parmi les autres dans les différentes sociétés de la planète correspond à un progrès décisif. Les religions de la terre nous ont fait grandir dans leur matrice, dans le ventre des dieux. Elles nous ont portés en elles pendant des millénaires jusqu'à ce que nous soyons spirituellement assez forts, assez formés pour en sortir. La sortie de la religion est pour notre humanité une naissance spirituelle. Le Coran nous dit, dès sa première sourate, qu'Allah est Chaim, mot qui signifie miséricordieux, mais qui en arabe signifie aussi la matrice. Sortie de la religion ne veut pas dire abandon de la vie spirituelle. L'Occident a dit l'individu, l'individu, l'individu. Moi, sans vouloir entendre ce qu'ont enseigné toutes les sagesses ancestrales, la sienne et celle de toutes les autres civilisations, à savoir, un être humain n'est rien sans les autres, rien sans l'amour, rien sans l'éducation, rien sans le secours des autres. Aucun de nous ne devient humain tout seul, et il faut donner à la mesure de ce que l'on a reçu. Il faut rendre plus humain le monde qui nous a élevés. La dette d'humanité entraîne le devoir d'humanité. La fraternité nous crée. L'Occident a sectionné les liens, prôné une individualité close, repliée sur elle-même, égoïste. Mais ce temps de la déliaison va bientôt prendre fin. D'autres temps arrivent. Le désir de lien planétaire sera bientôt la cause d'une révolution spirituelle telle que nos époques historiques n'en ont pas encore connue. Il y a partout, déjà, parmi nous, des recréateurs de liens. Ils seront demain la nouvelle grande force agissante du monde. Et puis un petit texte, si vous voulez bien, de Henri Peña-Ruiz. Qu'est-ce que la laïcité? Folio 2003. La laïcisation des sociétés ne dessaisit nullement les religions de leur portée métaphysique ou éthique, mais elle les prive de la dimension dominatrice et aliénante que constituait leur implication dans un dispositif de domination politique. Les religions deviennent un type d'option spirituelle parmi d'autres. Si ce chemin semble encore long pour nombre d'États dans le monde, on peut penser qu'elle n'en constitue pas moins la voie la plus adéquate pour régler les rapports entre les hommes aux références spirituelles de plus en plus diverses et entrecroisées. L'ouverture croissante des sociétés les unes aux autres les conduit à organiser la coexistence dans des espaces publics où l'organisation juridique doit s'assurer une égale liberté. La solution laïque
est à terme la seule qui réponde à cette exigence. L'idéal laïque est généreux en ce qu'il crédite tout homme de la liberté et de la faculté d'en bien user. Belle idée venue de Descartes qui rompait ainsi avec la théorie de la part maudite de l'homme, selon laquelle l'humanité, marquée par le péché originel, serait incapable par ses seules ressources de bien agir et d'avancer. La générosité laïque consiste à attribuer à tout homme une richesse de potentialité toujours plus grande. C'est pourquoi elle est solidaire d'un projet d'émancipation où l'accès à l'universel se conçoit comme une construction patiente de ce qui unit les hommes par le haut. Ainsi se trace pas à pas le programme de la fraternité. Ce n'est qu'un début. Robert Ronecci nous a fait le plaisir de débuter cette table ronde de manière singulière, qui a consisté à nous lire ce texte pour finalement faire appel aussi à notre sensible, à notre cœur, à notre imaginaire, au-delà de notre esprit, parce qu'au fond, cette table ronde, la dernière de ce colloque déjà extrêmement riche, consiste justement à saisir un peu mieux cette façon d'agir, d'être des militants de la laïcité aujourd'hui comme hier. Ça a été dit, la laïcité est une façon de transcrire en droit un certain nombre d'états d'esprit. En tout cas, elle suppose que dans la population vive un certain état d'esprit, une capacité à défendre des nouveaux droits, à être attaché à la liberté comme à l'égalité. Et c'est donc les militants, Robert Ronecci militant, qui participera après l'artiste à la table ronde. Et ce sont 4 intervenants qui vont faire ce dernier effort pour nous engager vers l'action dans la suite de la table ronde. Ces 4 intervenants, ce sont Isabelle Saint-Martin qui va nous dire quelles sont aujourd'hui les attitudes de la population française vis-à-vis du religieux. De qui parle-t-on quand on dit qu'on veut faire progresser dans la population un certain nombre d'attitudes? De qui parle-t-on? Isabelle Saint-Martin va nous décrire au moins la manière dont les Français aujourd'hui s'expriment à travers les religieux et nous expliquer pourquoi, quel est l'enjeu aujourd'hui de faire progresser la connaissance des religions. Nicolas Cadenne, ensuite, qui a accepté de remplacer le président de l'Observatoire, lui nous décrira pourquoi il est toujours nécessaire de faire vivre aujourd'hui comme hier l'esprit du droit. Ensuite, Nadia Azouz, qui est à la fois une militante associative, une universitaire et une élue locale, et surtout qui a été dans le comité d'accueil de la Marche pour l'égalité, qui a été ensuite rebaptisée Marche des Beurs, et bien, avec aussi une surprise qu'elle nous a préparée, nous dira qu'au fond, quand nous-mêmes nous parlons du peuple, eh bien, peut-être que nous ne pensons pas au peuple, à la population, mais à certains peuples, à un certain peuple qui aurait plus besoin qu'on lui inculque des choses. Il me semble que ça n'est pas tout à fait votre approche, mais je ne veux pas déflorer davantage. Donc, Isabelle Saint-Martin d'abord, en précisant simplement que nous terminerons à 12h45 pour laisser évidemment au président Jean-Michel Duconte le temps de conclure ce colloque. Isabelle. Merci. Est-ce que le micro est suffisant comme ça? Non, il faut le prendre à la main. Merci. Je suis très reconnaissante à la Ligue de l'enseignement de m'avoir invitée à participer à ces réflexions. En tant que directrice de l'Institut européen en sciences des religions, l'IESR a été fondée au sein de l'École pratique des hautes études à la suite du rapport de Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque en 2002. Et nous n'intervenons pas que sur la question de l'école, mais dans tous les secteurs de la société
On est intervenu avec l'administration pénitentiaire, l'école de la magistrature, le monde de la santé, les hôpitaux, etc. Alors, je ne vais pas vous décrire ce qu'on fait, ce n'est pas du tout pour ça qu'on m'a invité. Je voulais simplement souligner à quel point le fait que la Ligue de l'enseignement soit membre de notre comité de direction depuis la fondation est bien un signe parmi d'autres, ça a été bien rappelé hier, de ce que la conception de la laïcité n'est pas une conception contre les religions, négation des religions, anti-religieuses, mais d'un principe de laïcité qui garantit une liberté, la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté d'avoir ou de ne pas avoir une religion, ce qui va bien au-delà de la liberté religieuse. Alors, avoir ou ne pas avoir une religion en France aujourd'hui, telle est la question qui m'a été posée en ouverture. Et donc, je vais tout de suite vous montrer une diapo. On m'a demandé de ne pas être trop ennuyeuse et universitaire et de ne pas vous assommer de chiffres. Donc, je vais essayer d'être très rapide sur tout ça. Une diapo que vous lisez peut-être quand même de loin, un sondage Win-Gallup 2012 qui a été publié et commenté abondamment dans Le Monde en avril ou en mai dernier, qui nous précise à une question: vous considérez-vous comme une personne religieuse? Je trouve que c'est une question intéressante parce qu'elle est engageante et personnelle. Eh bien, en France, 37% de la population se déclare comme une personne religieuse, 34% non religieux, 29% athées convaincus, 1% ne sait pas. Ce qui fait que si vous additionnez le rouge et le jaune sur ce magnifique camembert, vous verrez qu'une large majorité de la population française ne se considère pas comme une personne religieuse. Et il faut le dire, c'est une singularité de la situation de la France. Une singularité relative dans l'Europe très sécularisée, une singularité plus importante encore au niveau mondial, mais la France se situe parmi les pays les plus athées, après la Chine, le Japon ou la République tchèque. Le plus religieux étant la Thaïlande. Ça serait intéressant de faire des comparaisons, mais je ne vais pas développer cet aspect. Donc, d'une certaine manière, on pourrait se dire qu'un siècle après, un peu plus d'un siècle après ce célèbre discours de René Viviani, ensemble et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus, eh bien, on y est presque, ou pas tout à fait, mais quelques décennies, et l'objet de notre débat n'aurait plus de sens. Et pourtant, vous le savez, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc il faut penser ensemble ce paradoxe d'un progrès de l'indifférence à l'égard du religieux et d'un progrès des débats, ou tout au moins d'une sensibilité, d'un intérêt sur les questions de laïcité et de religion. Alors, revenons peut-être davantage, plus précisément, avec d'autres sondages dans ce paysage religieux, dans la diapo suivante, parce que le religieux, ce n'est pas uniquement une affaire de croyance personnelle de tel ou tel individu. Je voudrais rappeler, sans donner de définition de la religion, il y en a des quantités, un de nos collègues a écrit un magnifique article sur la tour de Babel des définitions de la religion. Je voudrais rappeler une définition, enfin une remarque de Marcel Mauss sur ce que recouvre le nom de religion. Je cite, 1905. « Il n'y a pas en fait une chose, une essence appelée religion. Il n'y a que des phénomènes religieux plus ou moins agrégés en des systèmes qu'on appelle des religions et qui ont une existence historique définie dans des groupes d'hommes et dans des temps déterminés. Mais ces systèmes, dans des temps déterminés, eh bien, ils les considèrent aussi, vous le savez, comme un fait social total. Et donc, le religieux, on va le rencontrer, indépendamment du fait d'être soi-même croyant ou incroyant, comme un fait social, un fait symbolique, un fait matériel, une composante d'un paysage très varié. La France n'est pas seule dans le monde, et je vous l'ai dit, les attitudes au niveau mondial seraient plutôt inverses de celles des attitudes françaises. Enfin, et c'est le paradoxe que les sociologues ont bien étudié, cette montée du pluralisme religieux et d'une forme d'indifférence largement partagée en France à l'égard du religieux s'accompagne aussi au sein des traditions religieuses, en parallèle à la désinstitutionnalisation, de phénomènes de poussée de revendications identitaires ou revendications de visibilité et également de phénomènes de radicalisation. Mais je voudrais bien distinguer les deux. C'est trop rapide de considérer que tout phénomène de revendication de visibilité ou identitaire soit de la radicalisation. Alors, je reviens une année en arrière avec un sondage Sociovision qui était très intéressant et qui nous montre
là, vous voyez, la question était un peu différente. Alors, je ne vous assomme pas de chiffres et en valeur absolue, ils n'ont pas de sens. Mais dès qu'on modifie la question, ou même l'ensemble de questions dans lesquelles une question est posée, on donne des chiffres différents. Et là, vous avez encore a priori beaucoup plus de personnes dans la première partie de ce que vous voyez sur ce sondage qui vont se déclarer avec une appartenance religieuse. 48% encore de catholiques. Ça dépasse largement les autres chiffres donnés parce que se confondent des phénomènes d'appartenance et de tradition avec des phénomènes de croyance et de revendication personnelle comme on l'avait dans la question précédente. Pour les autres éléments, vous voyez que la deuxième attitude à l'égard du religieux en France, ça reste la non-religion, ça reste sans religion. Donc il faut bien avoir en tête, même en prenant la question autrement et même avec ce type de sondage, l'importance de la montée du groupe des sans religions, qui est le trend principal, avec autre tendance principale depuis là vraiment plusieurs décennies, la baisse de l'appartenance au catholicisme. Alors pour les autres religions, les sondages évoluent un petit peu aussi. Là, il y a 2% de protestants actuellement. Avec la poussée des mouvements évangéliques, on peut arriver dans certains sondages à 3%, 6 ou 7% pour les musulmans, ce qui est évidemment bien moins que la proportion de personnes originaires de pays musulmans, et ce qui invite aussi à ne pas confondre et à ne pas essentialiser les origines et les appartenances religieuses ou confessantes. Et encore faudrait-il, à l'intérieur, distinguer les pratiquants. Alors, je regarde, je vois que ce sondage met encore 1% à égalité le judaïsme et le bouddhisme, ce qui est un petit peu difficile à évaluer, ça pourrait être largement critiqué. D'autant plus que dans le bouddhisme, on confond volontiers le bouddhisme comme religion vécue par majoritairement des personnes originaires de pays d'Asie et le capital sympathie du bouddhisme vécu comme philosophie de tous ceux qui assistent à un cours de yoga ou qui pratiquent un peu le zen et qui donne une coloration beaucoup plus nuancée, disons, à cette appartenance, véritable pratique du bouddhisme qui, sans être une religion confessionnelle, néanmoins, pour les chercheurs en sciences religieuses, fait bien partie des religions étudiées. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie, en fait, de ce tableau. À l'intérieur de ces appartenances, vous voyez que, finalement, 10% vont se dire, enfin, 10% dans le sondage se disent pratiquants, croyants, non pratiquants, encore une proportion importante, et on va retrouver, finalement, quelque chose qui n'est pas si loin de l'enquête Gallup que je montrais il y a un instant. Donc, ce qui nous fait bien sentir du doigt que la grande différence, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mesure. C'est très difficile, en fait. Les sondages nous donnent une photographie à un temps T, mais de quoi exactement ? D'appartenance, de sentiment de croyance, de pratiquants. Mais comment observe-t-on les pratiquants ? À partir de quels critères ? Bon, ce serait l'objet d'une conférence très longue sur les sondages et les religions. Rassurez-vous, je n'y vais pas, mais j'aurais quand même insisté sur deux aspects qui sont particulièrement importants. D'abord, la proportion de pratiquants, elle est minime, et ça, c'est dans toutes les traditions religieuses. Pour autant, c'est vrai que dans l'islam, a priori, d'après les sondages que nous avons pu avoir, la proportion de pratiquants est un peu plus importante et plus jeune, alors que dans le catholicisme, elle est particulièrement vieillissante. Je vais montrer la diapo suivante. Évolution de l'attitude des jeunes à l'égard des religions. Vous voyez, je montre aussi sur la droite un sondage CSA de 2012. Vous voyez, les chiffres sont très différents. Ça vous montre bien que ce n'est pas la valeur absolue de ces chiffres qui est importante, c'est vraiment la tendance. Et bon, la tendance pour le catholicisme, par exemple, justement, j'assistais la semaine dernière à un colloque sur les minorités religieuses dans lequel Daniel Hervieux-Léger, sociologue, a traité du catholicisme. Ce qui est tout à fait nouveau de pouvoir envisager le catholicisme comme une minorité religieuse en France. Alors, il a beaucoup baissé, ça c'est le trend indéniable. Il reste qu'aujourd'hui, d'après ces chiffres, à peu près 32% d'une classe d'âge est baptisée, 32% pour un pays qui a connu des 80 et plus % de classe d'âge baptisée, c'est une chute très significative, c'est encore très important à l'intérieur d'une classe d'âge.
Vous voyez qu'il faut regarder les choses de manière nuancée. Alors, la question de ce qu'on mesure, c'est aussi cette grande question d'une individualisation des croyances et des pratiques qui marque le phénomène religieux aujourd'hui. Lorsqu'on étudie l'attitude des jeunes à l'égard de la religion, on voit très nettement donc cet aspect de vieillissement sur certaines catégories de religion, et on peut se demander si on observe un phénomène de cohorte ou un phénomène d'évolution par âge. Alors, ce qu'on peut quand même en déduire, même si l'évolution par âge est également un facteur qui existe, car tout individu est un itinéraire et son attitude à l'égard du religieux n'est pas nécessairement statique tout au long de sa vie. Néanmoins, la crise de la transmission, elle apparaît tout à fait nette, crise de transmission dans toutes les traditions religieuses, c'est vrai aussi pour les bouddhismes réunis autour des pagodes, la transmission de génération en génération se fait sentir. Individualisation et recomposition des croyances, qui fait que si je prenais aussi en compte des sondages sur les croyances, on arrive à des résultats parfois très surprenants qui brouillent les frontières entre les sans religion et ceux qui ont une religion et qui mettent en évidence ces phénomènes bien connus des sociologues d'appartenance sans croire ou de croire sans appartenance. Et on a donc ces espèces de brouillage de personnes qui adhèrent à une religion, mais en recomposant de manière individuelle, en bricolant, comme on peut dire aussi, à travers ce qui est proposé dans une sorte de menu religieux, sans se laisser imposer un catalogue de normes. Donc ça fait partie de ces évolutions du religieux. Et dans le cadre de ces évolutions, vous le savez, ça a été bien mis en évidence aussi, il y a quelques grands mouvements religieux qui ont un impact mondial et qui surfent, si vous me permettez, aussi sur cette désinstitutionnalisation du religieux. Et Olivier Roy l'a montré récemment dans un livre important, La Sainte Ignorance, en s'attachant au progrès de certains éléments de fondamentalisme dans les courants évangéliques protestants, au progrès du salafisme, et en montrant comment on pouvait être passé d'une époque où on connaissait, disons, la culture sans la religion, la sécularisation, à un progrès de religion sans culture qui nourrit des terrains fondamentalistes et dans lesquels il voit beaucoup plus un phénomène de déculturation que de réaffirmation identitaire. Alors, j'en viens à partir de là à un deuxième point, la question de savoir, oui, je vais accélérer brièvement, la question de savoir dans quelle mesure, dans ce contexte-là, diffuser des connaissances objectives sur les traditions religieuses, qu'elles soient historiques, sociologiques, anthropologiques, symboliques, en quoi ça peut nous aider. Mais j'aimerais bien vous dire que c'est une prophylaxie et que développer, démocratiser les sciences religieuses, ça contribue aussi à faire baisser les attitudes fondamentalistes, que la sainte ignorance, elle doit être combattue à tout niveau. Et c'est bien aussi dans cet esprit, il y a bien d'autres raisons, mais il y a aussi celle-là, pour lesquelles Régis Debray avait prôné un enseignement du fait religieux, qu'il faut bien distinguer, je me permets d'y revenir parce que j'ai entendu quelques confusions parfois dans les débats hier, d'un enseignement religieux. Rien à voir avec ce qu'il y avait dans les classes avant 1880, avant les lois de laïcisation scolaire, qui n'était qu'un enseignement confessionnel, exclusivement catholique, sous la houlette du curé, l'instituteur clerc laïque depuis la loi Fallou, mais c'était le curé qui vérifiait le cours de religion. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui est proposé comme enseignement du fait religieux à travers les disciplines pour le cas français. Et cette expression de fait religieux, pour Régis Debray, cela signifiait l'objectivation, la mise en distance, la capacité d'examen critique sur les religions, leur histoire, leur développement. Certains ont voulu l'entendre dans l'idée que ça serait imposé un fait religieux qui serait inhérent à toute civilisation et dont nous ne pourrions pas nous extraire aujourd'hui. C'est pourquoi à l'IESR, nous avons préféré employer le pluriel, les faits religieux, pour bien insister sur cette désessentialisation du religieux. Alors, cette connaissance des faits religieux, là aussi, j'ai entendu hier que c'était très largement pratiqué à l'école maintenant. C'est vrai qu'il s'est fait des choses depuis le rapport Debray, et je vais si souvent dans des endroits où on me dit « vous n'avez rien fait » que j'apprécie d'entendre un lieu où hier on a pu dire « mais tout est fait et tout va très bien maintenant ». Je serais peut-être un peu moins généreuse. Il reste encore des marges de progression, de pédagogie, une tendance alors oui, bien sûr, la polémique stupide sur l'islam, je n'y reviens pas, évidemment, et heureusement, on enseigne l'islam comme civilisation et la naissance des religions dans les classes depuis des dizaines d'années, et pour autant aussi le christianisme et le judaïsme, pas forcément
toujours dans le même trimestre et dans la même classe, mais si ça doit rassurer les parents que ce soit dans la même année, eh bien, ce sera sans doute le cas maintenant. Mais ça fait partie du nécessaire bagage pour connaître la naissance de ces grandes traditions monothéistes. Il serait intéressant de voir aussi les autres traditions religieuses, mais aussi leur évolution dans le temps, parce que enseigner toujours la naissance, c'est très important, mais cela peut conduire, d'une part, à rejeter dans le passé des phénomènes religieux qui ne nous aideront pas du coup à comprendre le présent, à comprendre les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, par exemple. De quelle forme d'islam s'agit-il? Pourquoi cela a évolué différemment? Et cela nous conduit aussi à, involontairement sans doute, parfois, prêter le flanc à des lectures fondamentalistes et figées de l'évolution des religions, comme si elles naissaient tout armées d'un corps de doctrines, de dogmes, de rites, de pratiques qui n'évoluent plus au cours des temps. Donc je crois que ça fait partie des éléments de progression. Alors est-ce que c'est suffisant? À mon avis, c'est tout à fait nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant? Mais certainement pas. Et là, je suis tout à fait d'accord avec la personne qui disait que ce n'est pas nécessairement concluant. Ce n'est pas suffisant et sûrement pas à brève échéance. Pourquoi? Mais vous le savez très bien, pour toutes les mêmes raisons pour lesquelles une politique de santé publique ne repose pas que sur de la transmission de connaissances. On est tous beaucoup plus émus par un dramatique accident de la route que par les chiffres sur les morts par cancer du poumon ou des maladies liées à l'alcool. Est-ce qu'on modifie toujours ses comportements? Est-ce que c'est immédiat? Mais le lien entre connaissance et comportement, il est beaucoup plus complexe. Et il y a là toute une éducation en action à faire en se basant sur cette culture de l'engagement qui est prônée dans les cours d'éducation morale et civique, entre autres. Et comme je vois qu'il faut accélérer, je termine en disant qu'il s'agit de mettre en œuvre un esprit critique pour la connaissance de l'autre, pour la découverte de l'autre. Et on voit bien tout ce qu'il peut y avoir d'inspiration spinozienne dans cet idéal, hein. L'idée que l'ignorance génère la peur et qu'en diffusant des connaissances, on va combattre des fausses représentations et des peurs. Mais il faut aussi appliquer cet esprit critique à soi-même, mettre à distance ses propres convictions, être capable d'éprouver une distance de soi à soi, qui est la marque d'un véritable engagement. Et je terminerai en citant un auteur qui m'est cher parce qu'il a été un grand critique d'art, hein, mais qui est également un des fondateurs des universités populaires. Donc je refais le lien avec notre propos, qui est Gabriel Séaille, qui, au début du siècle dernier, prônait, appelait de ses voeux, il était dans les fondateurs de la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme, une société dans laquelle on puisse se dire athée sans être traité de scélérat et croire en Dieu sans être traité d'imbécile. Eh bien, cette phrase a l'air peut-être simple comme ça. Il faut revenir sur le sens des mots très fort, hein. Un scélérat, aujourd'hui, pour des élèves, pour des enfants, il faudrait l'expliquer. Un scélérat, c'est un criminel. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. On ne peut pas faire société avec un scélérat. Et donc, il faudrait montrer ces valeurs de l'athéisme, mais également rappeler que le croyant n'est pas nécessairement un imbécile superstitieux. Et je crois que c'est au fond de soi, cette exigence que nous propose Gabriel Séaille n'est pas si simple à pratiquer. Je vous remercie. Nicolas Cadenne, je vous laisse aller au pupitre. Il me semble que vous préférez parler depuis là. Vous êtes rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, un organisme pluriel, transpartisan, placé donc auprès du Premier ministre. Merci. Bonjour à tous et merci pour cette invitation de l'Observatoire de la laïcité à participer à vos échanges importants et riches. Vous qui êtes des acteurs de terrain, des acteurs au quotidien de la laïcité. Alors cela ne vous a pas échappé, depuis quelque temps, tout le monde parle de laïcité. Elle n'aurait jamais été aussi en danger. Afin de prendre une plus juste mesure de la situation, il est important de rappeler encore et encore que la laïcité dont on parle est devenue le nom générique que nous posons sur des approches diverses et souvent contradictoires. Pour autant, il faut aussi rappeler, et c'est d'ailleurs le sens du travail de l'Observatoire de la laïcité, qu'il y a une seule laïcité juridique qui découle de la loi, de la Constitution. Cette laïcité parle essentiellement d'un peuple uni et libre de toute emprise. La laïcité n'est pas un concept juridique dont la vocation serait d'être une arme contre une religion, en particulier aujourd'hui l'islam, ni même d'ailleurs contre toutes les religions, ça a été dit. Le glissement consistant à user du concept de laïcité
pour dresser des Français les uns contre les autres est un non-sens qui va à l'encontre de notre tradition juridique. Dans de trop nombreux discours politiques, la laïcité est pourtant, de fait, devenue le masque trop commode d'un désir de ségrégation indicible, d'un rejet culturel et inavouable, quand ce n'est pas d'un racisme injustifiable. Et chez trop d'intellectuels, la laïcité est devenue l'incarnation jusqu'à l'absurde d'un passé mythique qui n'a jamais vraiment existé, le paravent acceptable d'un désir réactionnaire. Or, si l'on reprend le sens juridique et historique de la laïcité, cette rhétorique est totalement absurde. Elle est absurde parce que la laïcité, dans son esprit même, est le cadre commun à tous, quelles que soient les convictions ou croyances des uns et des autres. La laïcité française n'est pas une conviction, vous le savez, encore moins une religion. C'est au contraire le cadre qui les autorise toutes dans les limites de l'ordre public. Historiquement, la laïcité a été conçue pour assurer la liberté individuelle, l'égalité des droits et des devoirs, quelle que soit notre appartenance, et donc la cohésion nationale dans un pays profondément marqué dans son histoire par les guerres de religion, par les persécutions contre les minorités. Par la laïcité, il s'agissait de construire une citoyenneté commune, quelles que soient nos appartenances propres. C'est pourquoi c'est un contresens total que de vouloir, au nom d'une prétendue laïcité, diviser le peuple en raison de ces mêmes appartenances. Mais alors, en disant cela, je n'oublie pas évidemment que la laïcité suppose aussi la liberté vis-à-vis des religions. Personne ne peut être contraint par le droit au respect de dogmes ou de prescriptions religieuses. Mais on voudrait nous faire croire aujourd'hui que nous y sommes très largement. La réalité que nous constatons, dans la France réelle, loin des caméras et des sorties médiatiques, nous rappelle quotidiennement que c'est très exagéré. Et surtout que cette exagération est dangereuse. Elle est dangereuse, c'est une manière, comme je le disais en introduction, c'est une manière de dresser le peuple contre lui-même. Alors que la laïcité, c'est l'arme du peuple. C'est sa garantie. Si elle doit être défendue, c'est en rappelant à chacun qu'elle n'est pas là pour l'oppresser. Elle n'est pas là pour lui faire honte. Elle n'est pas là pour l'obliger à se renier. Mais au contraire, qu'elle est là pour le protéger, croyant ou athée ou agnostique. Là pour lui permettre l'émancipation, pour lui garantir un cadre de bonne entente avec son voisin qui croit autrement, sa voisine qui ne croit pas et son collègue qui déteste la religion. Parce qu'en période de crise, le sentiment de défiance dans notre pays est de plus en plus fort. Aujourd'hui, il y a des sondages qui nous parlent de 79% des Français qui considèrent qu'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. C'est assez déprimant. On constate également des replis sur soi, des replis à caractère identitaire, des pratiques religieuses parfois réinventées et des pressions communautaristes, voire effectivement des provocations contre la République, en particulier dans des zones périphériques ou dans des quartiers trop longtemps laissés à l'écart et donc où le sentiment de relégation sociale est très fort. Face à cela, le seul mot laïcité ne suffit pas. Ce n'est pas une réponse à tous les problèmes de la société. La laïcité ne peut pas répondre à tous ces problèmes et résoudre par exemple ceux liés aux discriminations, à l'absence de mixité sociale, à l'incivilité, à la sécurité publique, au terrorisme, que sais-je encore. Et cependant, nous n'avons de cesse de le rappeler, pour garantir l'effectivité de la laïcité, nous avons besoin de mixité sociale. Nous avons besoin d'une lutte constante contre toutes les discriminations, qu'elles soient de genre, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient de religion. Comme le rappelait la commission Stasi, comme le disait Jean Jaurès en 1904, la République est laïque et sociale, elle restera laïque si elle sait rester sociale. Alors pour justifier la division qu'ils opèrent entre Français non musulmans et Français de confession musulmane, ou plus largement entre Français de type européen et Français issus de l'immigration maghrébine ou subsaharienne, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, certaines personnalités politiques ou intellectuelles avancent que la société française serait historiquement homogène, blanche et de culture judéo-chrétienne, expression à la mode. Il rappelle aussi que la société d'aujourd'hui n'est pas celle de 1905, date de la principale loi sur la laïcité, qu'à l'époque il n'y avait pas d'islam en France et que donc la laïcité d'aujourd'hui devrait s'adapter. À cela, je répondrai en 3 temps. Bon, tout d'abord, si l'on sort de notre vision hexagonale, vous le savez, l'islam en France ne date pas de l'après 1905. Mayotte, comme vous le savez, est un territoire de la République française depuis 1843, et ce n'est qu'un exemple. La mosquée la plus ancienne de France est celle de Tsingoni et date de 1538.
Mais il est vrai que la laïcité ne s'y appliquait pas, de même qu'elle ne s'appliquait pas à l'Algérie, d'ailleurs contre le souhait de la population elle-même, face à un État français qui voulait contrôler la religion en Algérie. L'expression culture judéo-chrétienne est quant à elle plus que contestable. Le judéo-christianisme, au départ, désignait les chrétiens d'origine juive. Désormais, cela désigne une prétendue culture commune. Là encore, c'est absurde. C'est absurde parce que c'est oublier que les juifs ont toujours été persécutés en France. Et d'abord par les chrétiens et l'Église catholique, et ce depuis 1306 avec Philippe le Bel. C'est absurde parce que le christianisme lui-même a connu de très violentes oppositions internes, qui sont là totalement occultées. Celles-ci ont entraîné des guerres de religion et des persécutions sanglantes contre les protestants, qui représentaient 11% des Français en 1560 et plus que 4% seulement 40 ans plus tard. Ces persécutions n'ont pas cessé jusqu'à, justement, la laïcisation du pays à partir de la Révolution française. Les persécutions contre les Juifs ont, quant à elles, perduré jusqu'au tristement célèbre régime de Vichy. Alors enfin, qu'en est-il de la société d'aujourd'hui et celle du début du XXe siècle ? Il est indéniable que ce n'est plus la même. La société hexagonale, en particulier, a profondément changé. Cependant, si la diversité ethnique du peuple n'est plus la même, encore que, la diversité convictionnelle était déjà forte et les oppositions parfois extrêmement violentes. Qui peut sincèrement l'oublier ? Et c'est pourquoi, au sein de l'Observatoire de la laïcité, nous sommes persuadés que la loi du 9 décembre 1905, dont nous fêtons cette année le 110e anniversaire, est toujours d'actualité. Parce que cette loi d'équilibre, de liberté, se voulait adaptable à l'évolution de la société. En ce sens, elle a réussi à poser un cadre général dont les limites sont précises et intangibles. La liberté de conscience, l'indépendance stricte de l'État et sa stricte neutralité, le respect de l'ordre public établi par la loi, qui ne dépend que de la souveraineté populaire, et l'égalité des droits et des devoirs de chacun, quelles que soient nos convictions. Alors, dans un tel contexte, celui d'un cadre juridique clair et constant, mais d'une société divisée et inquiète, nous pensons que l'éducation populaire a un rôle majeur à jouer. Bien sûr, elle n'est pas la seule. Et l'action publique doit notamment se traduire par la lutte contre toutes les inégalités, par la promotion de la mixité sociale. Elle doit être extrêmement ambitieuse, cette action publique, et je pense que là-dessus, il y a une prise de conscience. Mais les mouvements d'éducation populaire participent à l'émancipation et à l'intégration républicaine de tous les jeunes Français. Et cette question de l'intégration dans le récit national de jeunes Français d'origines différentes, notamment des Outre-mer, maghrébines, subsahariennes ou asiatiques, participe évidemment au sentiment d'appartenance à un seul et même peuple. Loin de les opposer aux autres jeunes, l'éducation populaire est l'occasion de les rassembler pour créer du commun. Et toutes ces cultures et cette diversité ont déjà permis de construire une histoire commune et en façonner la France d'aujourd'hui. Notre pays est encore présent sur les 5 continents, même si on l'oublie souvent, et son histoire est évidemment empreinte de culture créole, africaine, asiatique et de bien d'autres. Et pourtant, cela est oublié trop souvent, y compris par ces jeunes qui ne se sentent pas toujours partie prenante de la République et du peuple français. Qui connaît l'émir Abdelkader, Déo Ventry, Léopold Sédar Senghor ou Henri Sidon-Barrome ? La Ligue de l'enseignement est donc un acteur majeur de la laïcité aujourd'hui, parce que la laïcité, elle se vit au quotidien, elle se vit sur le terrain. Elle se traduit par des actes concrets. Elle ne répond pas à des prescriptions particulières, mais elle offre des réponses d'intérêt général. Parce que la laïcité, nous ne le répéterons jamais assez, c'est la clé de la construction de la citoyenneté. Celle qui fait de chacune et de chacun d'entre nous, au-delà de nos appartenances ou de nos origines, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Celle qui nous permet de ne former qu'un peuple en allant au-delà de nos différences, en les dépassant, tout en les respectant et même en faisant une richesse. Je vous remercie. S'instruire sur les religions comme d'autres faits sociaux, tout en diffusant une culture de l'engagement, construire une citoyenneté commune sur le terrain, dans le concret, en faisant de la laïcité l'arme juridique du peuple.
Nadia Azouz, c'est à vous maintenant de nous parler à partir d'une association de lutte contre le racisme et les discriminations. Vous m'avez bien invité à préciser la chose. Je vous laisse la parole pour poursuivre. Alors déjà, en petite introduction, c'est Nadia Azoug, avec un seul Z. Et donc, parce que j'en ai deux sur mon badge, et donc c'est bien G à la fin, et il n'y a pas de H non plus. Donc c'est A-Z-O-U-G. Donc voilà. Alors, non mais j'aime bien, vous allez voir que l'humour fait partie des modes d'intervention qu'on va avoir, que je vous présenterai très rapidement par rapport aux derniers investissements que j'ai actuels au sein d'une association qui s'appelle Remember. Donc j'en parlerai plutôt à la fin de mon propos. Pour introduire mon propos, je vais être obligée de faire un passage sur un parcours qui va être le mélange fait de je, donc je, Nadia Azoug, et de nous. Je crois qu'hier, Edwy Plenel a évoqué un peu cette notion, et je pense que nous traversons justement un peu une crise du je et du nous ces derniers temps, et qu'il est justement temps de repenser un peu l'action individuelle et l'action collective. Donc voilà, donc je m'appelle Nadia Azoug, je suis ce que j'aime dire un pur produit francilien. Donc, je suis née dans le 11e arrondissement en 1964, vous allez tout savoir. Et donc, dans ces quartiers populaires où, justement, on allait acheter ses marrons chauds chez le Yougoslave. On avait le charbonnier auvergnat qui était là. On avait aussi tous ces corps de métiers extrêmement attrayants autour de l'artisanat, donc les matelassiers, les tapissiers, etc., où on voyait justement l'excellence se transmettre par l'intermédiaire de la création. Donc, en allant à l'école, on voyait, et je voyais régulièrement ces métiers de la forge aussi, tout à côté de la rue de la Forge Royale. Et donc, on était, j'ai envie de dire, ces enfants du peuple, ces enfants issus aussi de différents corps de métiers. Et vous comprenez bien que Nadia Azoug, donc issue de l'immigration algérienne, appelée encore deuxième génération, actuellement, on parle toujours de la troisième, quatrième. On reviendra aussi sur les mots, moi je le souhaite, et je remercie les intervenants précédents, parce que je crois que les mots qui ont été posés ont un sens, et je crois qu'il faut qu'on ait à nouveau tout ce travail dans la société actuelle. Donc voilà, un 11e arrondissement très populaire, où ensuite une partie du peuple justement a été chassée en banlieue. Donc j'ai eu du coup, même si certains pourraient dire oh quelle horreur, moi j'ai eu la chance d'aller vivre en banlieue rouge, donc à Ivry, où foisonnait ce que l'on appelait la culture pour tous, et j'ai eu la chance. Alors là, je vais avoir des images très fortes pour que vous puissiez comprendre aussi ce parcours. Moi, j'ai grandi de ce que l'on a appelé un café arabe. Donc, mon père avait un café-hôtel-restaurant, et j'ai vu donc toute cette vie sociale, économique, foisonnante, où le brassage était là, le métissage était là, concernant justement ces artistes qui n'avaient pas un grand budget, ils n'avaient pas le statut d'intermittent du spectacle à l'époque, mais venaient manger le couscous et se partageaient les repas et les assiettes, faute d'argent, et en même temps ils étaient là au milieu de ces ouvriers qui étaient donc des villages d'Algérie majoritairement, et qui logeaient donc dans l'hôtel aux étages. Je parle de ça parce que du coup la fibre sociale elle est peut-être venue d'ici et de là, et en même temps premier choc pétrolier, première crise économique, où là on commence à parler de retour au pays, où avec ce film Prends 10 000 balles ou casse-toi, les lois Stoléry, où on nous dit du coup il va peut-être falloir rentrer chez vous, sauf que nous sommes nés ici. Mais en même temps, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'on est plusieurs, et donc je, dans le nous, fait partie de ces individus qui ont grandi avec ce que l'on appelle une valise dans la tête. Donc la mobilité psychologique, intellectuelle, a pu se forger. Et non pas, à certains moments, comme le vivant, comme un rejet. Donc, mobile en se disant, tiens, c'est peut-être pas ici que je vais grandir, on va peut-être rentrer au pays, mais c'est quoi ce pays, je le connais pas, etc. Donc, je continue à planter le décor, Antoine Vitesse pas loin, tout ce théâtre de Jean Vilar, ces artistes qui viennent dans ce restaurant, alors ça boit, ça fume, ça partage ce plat national, qui est le couscous, et les choses se font, et puis j'ai la possibilité du coup d'aller regarder ces répétitions au théâtre, parce qu'on est déjà sur du donner-recevoir, le principe des selles, des réseaux d'échange, où du coup nous les gamins de tous
tous les gamins commerçants, on a le droit d'assister aux répètes. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent sur scène? On ne comprenait pas tout, mais on a pu avoir la chance d'être dans ce milieu. Et puis là, par contre, un décor moins gai, celui d'une France et puis de banlieue et de formation politique qui décide de premier bulldozer dans un foyer Sonacotra à Vitry parce qu'on considérait que fallait pas que ces Noirs et ces Arabes immigrés célibataires puissent se loger. Donc première révolte ado, Journal sans frontières en toile de fond. Pour ceux qui ont peut-être connu, on était donc un peu sur des revendications fortes sur la question d'immigration, du droit de vote déjà, et tout en fond de décor, ces assassinats dans les banlieues qui ne sont pas reconnus, pas de police-justice. Après, tous ces collectifs ont été montés et tout ce qui a tourné autour de la double peine. Donc, quand on commettait un délit, donc nous, les gens de mes origines, la seconde génération, on pourra en reparler pour la troisième et quatrième parce que malheureusement, l'histoire continue. On voit bien que la justice et puis la question de la police est un sujet récurrent. Donc voilà, Ivry. Et puis en même temps, ado, pré-ado, faut le savoir, les quotas n'existent pas. Les statistiques ethniques n'existaient pas, mais par contre, la ville, donc communiste, en n'ayant pas peur des mots, avait déjà des quotas où, par la consonance de notre nom de famille, il ne pouvait pas y avoir plus de X%, donc de Azoug ou autres, inscrits dans les centres de vacances, parce qu'il fallait qu'on se mélange. Et pareil dans les logements. Donc ça a existé. Il faut se le dire, il faut se le rappeler. Donc, et aujourd'hui, on nous fait tout un cinéma sur non, il ne faut pas de stats, etc., etc. On sait qu'ils existent. Puis c'est comme pour la constitution des listes électorales, c'est United Color of Benetton, on prend un noir, on prend un arabe, on prend un paki, on prend bientôt des turcs, parce qu'il faut qu'il y en ait de toutes les couleurs. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cerveaux, de toute façon, on s'en fout, et on s'en est toujours moqué. Donc, puis comme pour le blanc, c'est pas une histoire de compétence, on le sait ici, puisque je suis élue, je sais aussi de quoi je parle. Donc voilà, on est Ivry, on est dans cette France, donc ça a été rappelé, des colonies, ex-colonies, donc il y a quelque chose qui n'est pas traité par rapport à l'histoire de France, et puis on rentre dans les livres, jamais de la même manière, en tout cas on n'y est pas encore, ou alors quand on y est, il y a juste une ligne, et là aussi il faut vraiment se poser la question, et de ma place aujourd'hui, par rapport à ce jeu et par rapport à ce nous, on est plusieurs à dire qu'il faut impérativement qu'on se ressaisisse de ce qui se passe, il faut qu'on arrête de nous la raconter, il faut qu'on arrête de nous raconter notre histoire, on se doit nous aussi raconter notre parce qu'il y a aussi des intellectuels, non pas qu'on veut faire être dans des schémas communautaristes, mais à un moment donné, on est, comment dirais-je, sujet d'étude, sujet face à des experts, alors que nous sommes, nous le considérons, ces experts du peuple, et on a une expertise populaire, et aussi, pourquoi pas universitaire. Moi, de ma place d'universitaire, je peux aussi, pourquoi pas, aborder certains sujets, comme d'autres peuvent le faire. Et ce que nous prônons, et ce que je prône, c'est aussi, et on y reviendra, et ça a été aussi évoqué, ce que j'appelle cet humanisme du divers. Il faut impérativement qu'aujourd'hui, on retravaille ces sujets-là, sur comment faire société, et comment co-élaborer, et comment co-construire, et à mon avis, on a dans cette crise aussi de l'éducation populaire, on a quelque chose à retravailler aussi sur les méthodes, sur les pédagogies qu'on a à redévelopper et à mettre en œuvre. Donc voilà, 11e arrondissement, Ivry, donc le décor est planté. 20 ans, marche des droits civiques pour l'égalité et contre le racisme. Ensuite, toutes les appellations, tous les noms ont été donnés. On a marché, j'ai marché, je marche encore. C'est ce que je dis et ce que je redirai, et peut-être malheureusement, ou pourquoi pas, heureusement, j'en sais rien, toute ma vie. Mais le fait de continuer à marcher, moi, me pose quand même un problème, une question. Et cette question, je la renverrai, et on pourra la rediscuter aussi au travers de nos échanges. Donc, marche pour les droits civiques, vol sur cette marche, accaparation, création d'SOS racisme, kidnapping. Je pense que ça a été peut-être aussi évoqué si vous étiez là hier au colloque. On est plusieurs à avoir écrit là-dessus. Il y a beaucoup d'écrits, mais ils ne sont toujours pas entendus, ils ne veulent pas être reconnus. Pourquoi ? Moi, on a nos réponses, on peut les mutualiser sans problème. Marche des droits civiques. Ensuite, je m'investis dans une association qui s'appelle SOS Ça Bouge. Donc, SOS Ça Bouge, on était là avant SOS Racisme. Non piqué, moi je le dis sans aucun problème. Et je fais partie de ces fondatrices du festival Il y a de la banlieue dans l'air.
C'est les années donc 80. On ne rentre pas encore tout à fait dans les politiques de la ville. Donc, ministre Claude Barthelone, à l'époque, le Premier ministre qui traite ce sujet-là. Et du coup, on est sur, nous, une posture, il y a de la banlieue dans l'air, c'est en gros, vous ne pouvez pas faire sans nous. Mais là, par l'art, par la culture, et tout est mélangé. Le théâtre, la danse, le cinéma, la musique, on fait venir les plus grands. De Youssou N'Dour à Khaled jusqu'à la Mano Negra. Et on est donc ce festival qui avons lancé sans prétention, grâce à un tremplin, le groupe Zebda. Donc voilà, je m'inscris là-dedans, je m'inscris sur ces formes d'action, mouvement d'éducation populaire. Bon, en background, j'ai ce que certains connaissent, un DEFA, hein, donc je deviens spécialiste de l'animation, d'éducation. J'ai fait un passage à l'éducation nationale, mais bon, entre guillemets, on n'a pas voulu de moi. Et puis j'étais dans ces schémas un peu rebelles, de ces corporatistes, etc. Puis bon, c'est peut-être pas ma famille. Etc. Donc je trouve plus de liberté dans l'éducation populaire et je m'investis là-dedans. Donc toujours je égale nous, il y a de la banlieue dans l'air. Je pars, voilà, je continue. On crée le premier fonds de commun placement à risque génération banlieue. On se dit, il ne faut pas être que sur du social, il ne faut pas être que sur du socio-cul, il faut qu'on investisse le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc on crée le premier fonds commun de placement à risque, Génération banlieue, où on se dit ce qui nous tue aujourd'hui dans les banlieues, c'est ces grands commerces. Et on voit, certains l'ont peut-être connu, s'il y a des enseignants, dans les cités, ces rideaux de fer, plus de bureaux tabac, plus de boulangeries, et ces grands commerces, ces grands centres commerciaux qui s'installent. Donc là, on se dit, il commence à y avoir fracture. Donc on veut recréer du commerce de proximité, on y va, on vend des parts à la bourse, de 500 francs à l'époque, et on dit, vous financerez des projets banlieues, via les réseaux d'économie de l'alternative et solidaire, bon, Club des Cigales, Club des investisseurs, tous ces gens bizarres, hein, des alternatifs. Donc on s'inscrit là-dedans, du nord au sud de la France. Je continue, on continue, on s'investit, je pars travailler à l'étranger, donc Afrique du Sud, Palestine, Algérie en pleine guerre civile. Ce qui m'intéresse, c'est ce frottement. Qu'est-ce qui fait conflit ? En quoi, dans le désaccord, on peut construire des accords, donc cette notion de consensus. Il faut se dire les choses, il n'y a pas de tabou. C'est en construisant, en avançant qu'on peut continuer à aller plus loin. Donc toujours très branché par rapport aux arts, à la culture, parce que c'est bouffé d'oxygène. La créativité et créatifs doivent être présents. Donc ensuite, retour en France. On voit cette France, hein, crise économique, crise sociale, crise écologique. Donc je vais travailler au CMEA. Voilà, je vais travailler au CMEA, une des familles, hein, une famille d'éducation populaire, et je continue à travailler un peu sur tous ces modèles d'éducation, etc. Et puis bon, après, il me prend le virus, on me dit, si, des gens comme toi, il faut s'engager en politique, dans les partis, il faut devenir élu. Je deviens maire adjointe à la jeunesse, donc précédent mandat, 2008-2014, maire adjointe à la jeunesse, où j'écris avec une équipe un projet qui dit « Faire société et construire avec la jeunesse ». Grand programme. Alors là, les batailles continuent. On dit, mais non, la jeunesse est partout. En fait, quand la jeunesse est partout, elle est nulle part. Quand la jeunesse, on veut l'inscrire dans toutes les délégations, elle est nulle part. Donc, c'est pas grave. Je continue. On crée, on travaille collectivement. On fait les premières assises de la jeunesse où là, avec les jeunes, je co-construis, je co-élabore une politique. Je tente de construire et constituer une politique, comment dirais-je, des délibérations en faveur de la jeunesse qui viennent du peuple, qui viennent de ce peuple de la jeunesse. Décor, monter des formes, d'autres formes des religions et puis en l'occurrence de l'islam dans les quartiers. Moi, on est des capteurs du quotidien. On se dit ça va pas, là, il se passe des choses, mais on a du mal à le formaliser, on a du mal à mettre de nom. Puis peut-être que nous aussi, on est dans le déni. Pourquoi on n'est pas dans le déni ? On se dit entre le FN, entre ce qu'on est en train de nous dire, on a tout eu. Vous êtes les sauvageons, le bruit, l'odeur, vous les avez tous entendus. Hein. On va vous nettoyer au Karcher. Donc en fait, on est pris entre cet étau terrible, qui est la montée de toutes les formes d'intégrisme, parce que j'habite au 4 chemins, à Pantin, je plante un peu le décor, un quartier extrêmement populaire, je pense qu'on est des voisins, et du coup, je vois bien que les choses bougent. Hein. Voilà, vous imaginez aussi après la suite, hein, printemps arabe, etc., le 7 janvier, on s'est pris une belle bombe dans la tronche tous, là, ensemble, en chœur. Donc c'est nos enfants, c'est les enfants de la République. Hein. Donc du coup, là, il se passe des choses, et donc
cet étau, c'est les formes d'intégrisme. Est-ce que des jeux et des nous comme le mien, comme le nôtre, on se dit est-ce qu'on appartient à ce peuple, puisqu'à chaque fois on est en train de nous dire qu'on n'appartient pas à cette France. Moi, depuis que je suis môme, depuis que je suis née, j'ai des signaux qui me disent non, tu n'appartiens pas à cette France. Donc en même temps, du coup, je me dis comment faire en sorte que je puisse appartenir à cette France, puisqu'elle n'arrête pas de me dire que je ne lui appartiens pas. Et c'est pas compliqué en fait, hein, dans les logiques que l'on peut avoir. Et en même temps, donc ça fait référence aussi à ce qui était dit par les intervenants précédents. Et du coup, imaginez-vous. Je ne vais pas me la péter, mais imaginez-vous, moi je réfléchis, quoi. J'ai cette capacité d'analyse. Mais à un moment donné, les jeunes qui tous les jours on leur dit, alors contrôle aux faciès, discrimination à l'emploi, ou carte scolaire catastrophique. Alors, en plus, 93, c'est bien, nous, on a tous les records hein, dans les indicateurs compliqués et difficiles. Bon, j'enseigne en méthodologie de projet, et ce que j'enseigne aux étudiants, je leur dis, il faut repérer les situations problèmes pour apporter des situations solutions. Donc, vous voyez un peu dans quel état gère. Donc, du coup, je fais en sorte d'être constructive et positive. Donc, j'en arrive à Remember. Voilà, j'en arrive à Remember où du coup, face à l'urgence et non à l'état d'urgence qu'on veut régulièrement nous imposer, moi je pense que nous devons nous poser, nous, dans cette situation d'urgence pour l'État. Et donc nous, je m'investis depuis à peu près un an dans cette association qui s'appelle Remember, donc R-E-M apostrophe BEUR, B-E-U-R, où on pense être un aspect, une solution. Et donc, du coup, on a construit différents projets, tout un dispositif qui a la prétention d'aller dans les écoles. Pour l'instant, on a d'excellents accueils. On a d'excellents accueils de toutes les institutions, de tous les ministères, mais on a du mal encore à avoir les fonds. Je vous l'avoue, comme beaucoup d'associations. Et donc, on a tout un dispositif qui s'appelle le téléphone arabe. Donc, c'est tout un projet qui va être lancé officiellement d'ici quelques semaines et qui est composé d'une exposition, donc avec un principe. Donc l'exposition s'appelle Attention, travail d'arabe. Donc on travaille, nous on se dit qu'on va parler de nous-mêmes, donc on n'a pas de tabou. Autant il y a l'humour juif, il peut y avoir notre propre humour, hein, l'humour des banlieues, l'humour arabe. Vous pourrez l'appeler comme vous voulez, on pourra l'appeler comme on le souhaite. Donc un petit film. Moi je vous propose, on a 5 films dans le dispositif. On a créé des mallettes pédagogiques et je vous propose donc de regarder un petit film et je vous dirai pourquoi après la projection. Donc s'il peut être projeté, merci. Les Zarbis vivent sur une planète bizarre. Sur la planète Zarbi, il y a de grandes tours, ou bien des cubes, des choux, des pyramides, des soucoupes, des hexagones, ou même des ovnis. Bon. De loin, les Zarbis se ressemblent tous. Ils ont une tête, 2 jambes, 2 bras, etc. Mais avec on observe des différences. Les Zarbis sont de toutes les couleurs. Et les vêtements des Zarbis sont encore plus colorés. Les Zarbis parlent fort. Ils pompent de la parole. Au début, ils ont des accents bizarres, mais à la fin, ils ont tous le même. Tant bien. Regardez celui-là. C'est un Zarbi muslimus. Il se lave tous les jours avant de faire de la chimie 5 fois par jour. Et lui, là, c'est un Zarbi gitanus. Et lui, encore, c'est un Zarbi africanus. Il a des bruits et des odeurs qui n'ont pas des pas surtout dans l'histoire. Au lieu de se mélanger, comme l'eau et l'huile, les Zarbis vivent séparément. Non, pas comme ça. Ils sont classés selon leurs différences dans les grandes tours où ils s'entassent. Et puis un jour, il y a un effet de congestion. Les Zarbis finissent par se taper dessus juste pour avoir de la place. Ce ramdam, comprenez-vous, ça fait peur. Alors, les Zarbis, on préfère les observer de loin parce qu'ils ne sont pas comme nous. Entre eux et nous, il y a une ceinture de sécurité. Personne ne sait vraiment qui sont les Zarbis. Personne ne met les pieds dans la planète Zarbi. Les Zarbis vivent sur une planète bizarre. Ou peut-être est-ce notre regard sur eux qui l'est.
Donc voilà, c'est une des productions. Merci à vous. On a 5 petits films comme ça. On a une série, donc on a une exposition bon, 26 panneaux. On a donc qui est représenté par ce jeu de cartes. Bon, voilà, ce qui peut être utilisé en photolangage. On a tout un dispositif qu'on lance, qu'on va mettre en place. Donc, je vous donne des dates si ça peut vous intéresser. Le 5, le 21 novembre, on sera à Saint-Denis au Franc-Moisin. Le 5 décembre, on sera normalement à Paris. Alors, on a des difficultés. On souhaite être sur le site de la Villette, c'est compliqué, mais bon, on pense avoir l'autorisation. Le 12 décembre, on sera à Nanterre, et le 19, on sera à Roubaix. Voilà, moi, je reviens de Roubaix, j'étais à Strasbourg dernièrement. Moi, je vous le dis sincèrement, il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Je suis plutôt de nature optimiste, je suis plutôt... mais là, je vous dis sincèrement, il y a urgence. Et en plus, avec ce qu'on a pu entendre dernièrement avec Morano, etc., ça devient... Et puis bon, on a des intellectuels qui prônent certaines choses aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a vraiment urgence. Et je crois qu'on a un devoir d'agir. Moi, je continue à penser que... moi, je fais partie de ces activistes, ces penseurs d'avenir, ces traits d'union. Et je le dis très, très clairement aujourd'hui, dans le jeu Égale Nous, je pourrais faire carrière, rattacher à des compétences, à des fonctions extrêmement importantes. Et là, je fais le choix, justement, de prendre à bras-le-corps ce sujet, parce que je pense que j'ai peut-être un regret, une erreur. C'est des gens comme moi, on a un devoir de mémoire, et je me suis peut-être éloignée, justement, de ce devoir de mémoire. Donc, je vais être chargée du développement et de la structuration de l'association Remember. Elle est toute jeune, elle a 2-3 ans. On espère pouvoir y avoir des salariés, donc pour pouvoir essaimer sur toute la France. Donc voilà, on va être à votre disposition. Donc retenez les dates. On va avoir une date phare où on va lancer tout le projet par un principe de conférence de presse ou autre. On veut faire du ramdam. Voilà, parce que nous on sait faire. Vous y parvenez assez bien. Voilà, ouais, on va tenter. Voilà, on a 5, je dis juste 2 mots, 5 petits films. Un sur la discrimination par rapport aux écoles, territoires. Je crois qu'on va pouvoir renvoyer vers le site, non, pour que Robert oui, voilà, il y a un site, autre activiste, tout à fait. Il y a un site. Je vous renvoie qui au site sait de parler Remember. à notre Pardon, cœur. merci à vous. Il y a quelques minutes qui va lui permettre. Je pense qu'il y a des questions. Robin Renucci, je l'ai dit. Sophie, il n'était pas prévu qu'on projette les films. Il n'était pas prévu, je remercie les organisateurs. Il n'était pas là. Je trouve qu'il vaut mieux donner la parole à des gens force active et qui sont là. C'est précisément ce que nous faisons, Sophie. Bon. Je disais que... Pourquoi avoir fait parler un autre? Parce que c'est une façon de parler soi-même, non? À travers d'autres... Sans doute. Dites-nous. Mais en effet, à ce stade de la conversation, j'imagine qu'il doit s'en suivre, puisque la parole est de moitié à celui qui la prend et de moitié à celui qui l'écoute, selon Montaigne. Je ne veux pas prendre longtemps la parole, mais je dirais simplement que dans le quotidien, en effet, la question est de permettre à chacun d'aiguiser sa singularité et de pouvoir s'unir et se rassembler. C'est bien la question de la laïcité. Et de faire ensemble, simplement faire ensemble, c'est surtout avoir de vrais endroits pour faire. Donc ce que nous avons entendu, ce sont de vrais endroits, du temps et des espaces. De notre côté, je tente, dans plusieurs endroits, dans le cadre d'un centre dramatique national, d'agir au quotidien, avec des équipes, tous les jours, pour que les 60% de la population française qui vit loin des métropoles, des 25 métropoles, puissent non pas recevoir la parole, car ils l'ont, ces citoyens. Simplement, avoir les outils pour la prendre. Donc les outils du théâtre, tout simplement, et d'une élévation par l'art, permet à chacun d'être davantage auteur de sa vie au quotidien. Donc il s'agit de développer pour nous un grand nombre d'actions qui permettent à chacun de prendre la parole, à travers des portraits de nos concitoyens, évidemment dans toute leur singularité, et en permettant à la singularité de s'exprimer d'une manière la plus forte possible, à condition de ne pas vouloir, parce que nous nous rassemblons, nous ressembler nécessairement. Donc ce désir de différence, d'acceptation de la singularité de l'autre, comme
Saint-Exupéry nous le disait, « Frère, loin de me léser, ta différence m'augmente », elle se travaille au quotidien dans un centre dramatique pour lequel l'œuvre doit être œuvrante, c'est-à-dire qu'elle doit parler aux uns et aux autres, leur permettre d'avoir un esprit critique supplémenté, une distance. C'est pour ça que je nomme élévation, cette nouvelle éducation populaire d'aujourd'hui, qui est une éducation tout au long de la vie, mais une élévation tout au long de la vie, et permettre à chacun de prendre un peu de distance, voilà, dans un monde très trouble. Et puis d'autres endroits, le Conservatoire national d'art dramatique, qui est le lieu où nous permettons aux jeunes acteurs, actrices de se relier avec les autres, ou dans un cadre individuel, ou dans un cadre collectif. Évidemment, la question de l'institution à cet endroit et la puissance publique intervenant, il est nécessaire que nous pensions à l'intérêt général dans cette maison. Et il a été nécessaire pour la nouvelle directrice Claire Lannes d'Arcueil, les professeurs dont je fais partie, de créer une grande ouverture à la diversité. C'est impossible qu'aujourd'hui les acteurs de France et les actrices de France ne soient pas représentatifs de la population. Donc c'est un autre endroit. Et puis hors du temps institutionnel que je citais, eh bien j'ai la possibilité, la chance depuis maintenant près d'une vingtaine d'années de créer des outils que sont les stages de réalisation de l'éducation populaire qui permettent à chacun, enseignant, éducateurs, animateurs, médiateurs, professionnels exigeants du spectacle vivant, participants de pays étrangers, de se retrouver, de se rassembler dans des stages de réalisation qui sont aujourd'hui encore un outil tout à fait extraordinaire du partage de la singularité de chacun et de faire en sorte que nous puissions trouver un langage commun, qui est une forme de spiritualité. Alors pourquoi ce texte d'Anne Bidard? C'est simplement parce qu'il détache le religieux à l'état de spiritualité. Et là où il parle, c'est un état de communion. Ce que nous avons vécu, c'est une communion qui peut ne pas être ecclésiale, car elle n'est pas nécessairement ecclésiale, cette communion. Et au début de l'année 2015, c'est ce qui s'est produit. C'est cet état de besoin de se retrouver ensemble, à condition que chacun soit respecté, que chacun ait réellement sa parole. Puis l'autre endroit où je tente d'intervenir, c'est dans cette réserve citoyenne qui a été créée par le ministère de l'Éducation nationale, pour faire en sorte qu'au sein de l'école, les élèves aient davantage la capacité à débattre, c'est-à-dire à mettre en chantier leurs différences et de trouver dans leur capacité de débattre, dans la disputation, donc là encore avec des outils très précis. Chez Platon, nous avons les dialogues de Laquès qui sont tout à fait extraordinaires pour permettre à chacun de débattre sans rentrer dans le conflit, de passer de la pulsionalité à la symbolicité, de mettre avec des mots les conflits, et à cela permettre de trouver des réponses au sein de la classe, au trait individuel, au trait collectif. Et j'ajouterais la formation des enseignants me semble la plus importante dans cette question, car nous avons constaté une déficience, et je veux saluer en même temps toutes celles et tous ceux qui sont au quotidien en train d'apporter des solutions en ce moment même. Donc à la fois les Tréteaux de France, le Conservatoire, l'ARIA, donc qui se trouve en Corse, que je tente de présider, que je préside avec passion, eh bien cela a le projet de supplémenter la formation des uns et des autres, car il n'y a que par la formation et par l'éducation que nous tenterons d'être plus unis, à condition que vivre ensemble signifie faire ensemble. Merci. Merci à vous deux, tout particulièrement. Nous entrons dans la demi-heure que nous allons consacrer à l'échange. Vous avez entendu des intervenants qui sont à la fois extrêmement rigoureux dans leur approche, mais également extrêmement investis, engagés à titre personnel. Il me semble qu'ils acceptent que vous les interpelliez aux différents titres qu'ils vous ont présentés. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Bon, voilà, je m'appelle Pierre Galland, je suis le président de la Fédération humaniste européenne et très heureux d'avoir fait le trajet depuis Bruxelles pour vous rencontrer, vous voir et voir que la laïcité se porte bien, mais attirer votre attention sur une chose. Aujourd'hui, le local, c'est pas seulement son quartier, c'est aussi l'Europe. On est aujourd'hui confrontés tous ensemble à une situation nouvelle qui est celle de cet espace nouveau qui existe, qui se fait, qui se construit, et qui malheureusement prend parfois des tangentes extrêmement périlleuses. Et je voudrais insister sur une aujourd'hui en particulier avec
ce qui se passe chez vous, chez nous, avec l'accueil des réfugiés, la manière dont on viole aujourd'hui nos propres règles, nos propres droits par rapport à des gens qui sont des réfugiés politiques et qui sont réellement, à cet égard, nous avons des obligations que nous ne respectons pas. Et un pays en particulier montre l'exemple, c'est la Hongrie, c'est M. Orban. Il se fait qu'il y a aujourd'hui une situation extrêmement grave auquel l'Europe ne réagit pas, vis-à-vis de laquelle l'Europe ne réagit pas. Et c'est le fait que M. Orban a donc fait voter son Parlement, vous le savez comme moi, pour qu'on puisse tirer sur les réfugiés s'ils s'introduisent par-delà les barrières qu'il a créées au seuil de l'Europe, non seulement sur les frontières à l'extérieur de l'Europe, mais aussi à l'intérieur de l'Europe, c'est-à-dire en violation des accords de Schengen. Par ce fait, il a pris une série de mesures et l'Europe est en obligation de réagir. Or, elle ne le fait pas. L'article 2 de notre charte commune prévoit qu'il faut réagir et le chapitre 7 du traité, sur lequel nous sommes aujourd'hui en convention, oblige la Convention à devoir réagir, la Commission et le Conseil. Or, ils ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Mais simplement parce que M. Orban est membre du PPE et que si jamais M. Orban se faisait éjecter de l'Europe momentanément ou simplement punir, ses parlements devraient se retirer du Parlement européen et qu'à ce moment-là, le PPE, le parti dit démocrate chrétien, perd sa majorité. Et donc, il y a là un silence complice qui est absolument grave. Et pour y faire face, avec Jean-Michel, nous avons invité la Fédération féministe européenne à prendre une initiative qui est celle de l'initiative citoyenne. En termes clairs, c'est aller vers les citoyens et obtenir d'eux non seulement une signature, mais participer avec eux à une mobilisation générale, récolter 1 million de signatures pour obliger l'Europe à prendre en compte le fait que nous, citoyens, nous exigeons que l'Europe se saisisse de cette situation particulière et prenne les mesures adéquates en fonction des règles que nous avons adoptées en commun. Et donc, d'ici peu, nous avons déjà déposé ensemble, au sein de la fédération, il y a toute une série de règles, je ne vais pas prendre du temps pour ça, on a déposé. L'Europe est très futée puisqu'elle vous dit, attendez, il faut d'abord qu'on vous donne l'autorisation. Donc on est citoyen, mais on doit être autorisé par les eurocrates. C'est déjà un drôle de processus démocratique, mais c'est comme ça. Admettons, on les pousse aujourd'hui à nous donner cette autorisation parce que dès l'instant où on a l'autorisation, eh bien, la procédure se met en route. L'Europe nous assiste d'ailleurs, elle traduit dans les 28 langues, dans les langues des 28 pays, elle diffuse, elle collecte les signatures avec nous, on peut contrôler, mais eux contrôlent aussi, pour voir que tout ça se fasse dans les règles, pour éviter qu'au bout du compte, on nous dise votre pétition n'est pas valable. Au cas où il refuserait, nous allons tout de suite faire une démarche, puisque, suivant l'article 17 de la Constitution européenne, les institutions sont obligées de consulter les églises et les courants philosophiques, c'est-à-dire la laïcité, et nous irons voir, évidemment, et le président du Conseil et le président de la Commission, et nous ferons du ramdam pour essayer de faire entendre la voix démocratique des peuples d'Europe. Et c'est donc ça qui m'a amené non seulement à être parmi vous, mais à dire... Je pense que nous devons être capables d'inscrire nos activités sur le plan du local aujourd'hui dans une perspective qui est tout à fait nouvelle. C'est que nous ne pourrons pas imaginer tout d'un coup que tous les instruments de communication que nous avons, que toute la recherche qui se fait aujourd'hui et qui se fait de manière accélérée par la recherche-développement dans tous ces nouveaux pays que sont les BRICS notamment, eh bien, nous avons une obligation de savoir, nous, Européens, mais quel est notre message là-dedans. Or, aujourd'hui, vous parlez de laïcité, et je peux vous dire, quand moi je me promène en dehors de la Belgique, de la France, de l'Italie et de l'Espagne, le mot laïcité ne se traduit même pas. Donc notre obligation aussi, c'est de savoir comment nous allons non seulement avoir la capacité, l'intelligence de ne pas faire du néocolonialisme, d'aller vers les autres avec un message qu'ils puissent décoder, d'avoir une capacité de visibilité. Et là, je pense que Jean-Marc, il en connaît un beau aujourd'hui, puisqu'il a initié un projet citoyen aussi. Comment est-ce que par la citoyenneté, on va faire découvrir ce qui se trouve derrière, ce qui est en amont de la laïcité, ce qui fait qu'elle a un message particulier par rapport à ce que peut être le message des religieux, même progressistes. De ce point de vue, le fait d'avoir une valise dans la tête devient un atout. Exactement. Voilà. Et donc, il y a d'autres... Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais j'ai fait un long trajet. Je me suis permis donc de 2 minutes. Merci de le dire comme ça. Est-ce qu'il y a... Je suis désolée, mais comme je suis gardienne de l'heure, est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Et puis Sophie. Bonjour, Aïdardo Miriorek. Tout d'abord, je tiens à faire un commentaire sur l'intervention rapide concernant M. Bidar.
Monsieur Bidard a une culture, un verbe vraiment exceptionnel, et je pense que beaucoup de musulmans devraient le connaître davantage. Simplement, juste une remarque, attendez avant d'applaudir, c'est que là, je retrouverai les mots qu'a employé Madame Isabelle Saint-Martin pour dire que c'est de la culture sans religion, alors que d'autres ont de la religion sans culture. Et une question, d'après les statistiques que vous avez données, Madame Isabelle Saint-Martin, j'ai pas réussi à comprendre si en France, il y a plus de croyants ou de non-croyants. Est-ce que vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Peut-être qu'on peut prendre... Enfin, il me semble que ce serait bien, effectivement, que chacun se réserve pour répondre de manière globale aux questions qu'on aura enregistrées. Il y a plusieurs questions. Il y a Sophie. Ouais. Mais si on peut... Oui, pour Nadia Azoug, à propos du terme urgence à Roubaix, moi j'essaie de comprendre quelle est l'articulation entre ce qui se passe localement et le plan national. Comment le local se développe, est riche éventuellement d'actions diverses, et comment ça n'atteint pas ou ça n'a pas d'effet sur le plan national, et comment le plan national, c'est-à-dire un certain déficit des politiques au plan national, rejaillit sur le plan local. Je voudrais juste comprendre ça pour essayer de travailler à agir, quoi. Voilà. Sophie ? Merci. J'enchaîne directement sur la question de Martine Cohen, parce que je veux poser la même question. Je m'excuse, Monsieur Renucci, je me suis montrée grossière à votre égard, alors que j'ai une grande admiration pour votre action à vous. Il y a aussi une frustration de ne pas avoir eu le temps de vous entendre plus parler en nom propre et de laisser la parole à quelqu'un que j'apprécie pas tellement, par ailleurs. Mais je l'écarte ça, parce que il ne faut pas débattre sur ceux qui ne sont pas là, c'est pas intéressant. Mais parce que ce que Martine dit, local et national, moi je le vis au local comme une contradiction entre l'étatique et le peuple. Et parce que je suis dans une institution, l'éducation nationale, qui fait l'objet d'injonctions, de formations, de programmes, que nous on vit comme ça vient de là-haut, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire réellement. Et à la base, et je trouve que j'ai jamais vécu, je commence à être assez âgée, j'étais une femme d'institution, j'ai jamais vécu un blocage pareil des institutions. Et où en plus tout ce qui nous est prescrit de faire, on est d'accord, on est pour, on trouve très très bien les discours qui le justifient, sauf que si on l'ajoute à toutes les contraintes qui nous sont faites, multiples, variées, qui sont parfois très matérielles, enfin je veux pas parce que c'est étouffant, on n'y arrive pas, on n'a pas le temps, on peut pas, on veut pas, on se bute ceci, et il y a un blocage entre le centre et la marge, mais où la marge devient là où ça se passe, là où c'est important, et or cette marge dont on se disait qu'autrefois la marge allait titiller le centre et puis l'obliger à bouger, moi c'est l'histoire de ma vie, c'est que le centre, il se raidit de plus en plus, et l'explosion que vous dites, parce que là où Martine dit donc le local et le national, c'est au fond, pour moi, c'est aussi le haut et le bas, le bureaucratique et le faisable, le jouable, le peuple, et c'est usant, c'est usant, épouvantable pour nous, je voudrais que vous l'entendiez, que ça s'entende, parce que... On ne va pas éluder la question, tout à fait. Vraiment. Nadia Azoug, en particulier, va y revenir. C'est au fond un prolongement de votre question aussi. Comment est-ce qu'on peut agir avec le monde dans la tête et malgré les institutions, quelquefois? Non? C'est vous. Ah, excusez-moi. Je me suis déjà présentée, moi je vais le refaire. Françoise Meiser, FOL Vendée. Moi je salue tous les militants là, qui sont devant moi. Moi, l'Observatoire de la laïcité, je vais vous dire pourquoi.
parce qu'il observe beaucoup, mais j'aimerais bien que ça devienne concret, cette observation, quoi. Parce que nous, ça fait un bout de temps en Vendée qu'on nous observe. On dirait même qu'on est même, comment dirais-je, un réceptacle, quoi. On nous observe tellement qu'on devient un peu des animaux ou des personnes rares, quoi, voilà. Donc, je vais laisser la Vendée tranquille. Je voulais dire aussi que j'ai été de celles aussi qui espéraient longuement le vote des étrangers. Je pense aussi qu'une reconnaissance, toutes ces promesses qu'on nous a faites depuis X temps et qui sont lettres mortes, arrangerait quand même pas mal les choses. La reconnaissance de ces jeunes, déjà. Ça me paraît très important. Et puis alors, je vais revenir quand même à la Vendée, parce que la culture est désertée. Je suis moi d'une petite commune, le canton, on doit représenter quelque chose comme 15 000 habitants, et nous n'avons toujours pas, par exemple, de salle de spectacle. Hein. Voilà, c'est ça aussi la France. Hein. On est quand même dans un désert culturel. Alors pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, hein, liées à toute notre histoire vendéenne, où il n'y a qu'une seule culture qui émerge, quoi. Voilà ce que je voulais dire. On va prendre 2 dernières questions ou interventions pour laisser... Ah, il y en a une. Ah, pardon. Oui, bonjour à tous et à toutes. Ma question, à chaque fois. oui, voilà, je suis Catherine Bell, professeure de lettres classiques Paris. Et ma question s'adresse à Robin Renucci, parce qu'il m'a beaucoup intéressée en évoquant l'ARIA en Corse, qui est à une position, je pense, stratégique des synergies Europe-Méditerranée. Donc, est-ce qu'il pourrait nous en dire quelques mots? Oui. Alors, Laurent Petit, je suis toujours de l'Aveyron et je voudrais être solidaire avec les amis de Vendée parce qu'on a aussi quelques missions compliquées par chez nous dans ce département-là. Pas dans les mêmes proportions, mais j'entends le message. Je voulais revenir sur l'appel qui nous est fait sur la difficulté à mettre en œuvre sur le terrain. Parce que ça fait partie des débats que nous, on a pu avoir dans les fameuses assises départementales pour la transmission des valeurs de la République. Dans l'Aveyron, on a été interpellé à l'époque par une lycéenne, il n'y en avait qu'une. Mais du coup, elle a pu parler, tout le monde connaissait son prénom. Enfin, bon, bref, vous connaissez ce genre d'installation. Elle nous a interpellés en disant « Ok, c'est bien de faire une priorité de toutes les questions citoyennes et d'éducation à la citoyenneté, mais déjà, avant de toucher à quoi que ce soit sur les programmes, si on pouvait faire en sorte que ce qui est déjà prévu dans le programme d'éducation civique puisse être mis en œuvre et non pas serve à rattraper le retard qu'on a pris sur les programmes d'histoire, ça serait déjà pas mal. » C'est une lycéenne qui le disait. Et effectivement, nous, on a beaucoup insisté. Quand je dis nous, c'était à peu près tous les participants associatifs et militants qu'il y avait dans ces assises départementales en disant, à un moment donné, si on annonce des priorités, il faut qu'elles soient effectivement prioritaires. Et que donc, elles passent avant le reste. Voilà, c'est aussi simple que ça, me semble-t-il. Alors après, à mettre en œuvre, ça sera plus compliqué, parce que quand on les rendra effectivement prioritaires, il y aura toujours des groupes de pression pour nous expliquer qu'elles ne le sont plus. Mais à un moment donné, le courage politique, c'est que les priorités soient effectivement prioritaires. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Écoutez, je pense qu'on peut donner la parole à nos intervenants. Isabelle Saint-Martin, vous avez été interpellée directement à propos de cette carte des croyants, des pratiquants. C'est vrai que le bricolage identitaire, tout ça, ça complique évidemment l'analyse globale, mais vous avez très justement pointé des choses. Je vous laisse poursuivre votre analyse. Merci. Mais écoutez, le premier sondage que j'ai montré, qui est un sondage WinGalllup international à partir d'une enquête de 2012 sur 1671 personnes, 37% se déclarent religieux. On va dire que c'est croyant, si vous voulez. J'avais insisté sur le fait que la question posée « Êtes-vous une personne religieuse ?» était assez engageante. Et 34% non religieux, 29% athées convaincus.
je crois qu'on arrive à 63% de non-croyants, pour répondre à votre question. Donc, le sondage suivant, qui était un sondage Sociovision 2014, n'arrivait pas au même chiffre, mais je vous ai expliqué que les questions variant, c'était normal qu'on ne retrouve pas exactement les mêmes chiffres. Dans ce sondage suivant, et pour reprendre l'évolution observée par Sociovision, il constate qu'en l'espace de 20 ans, soit 59% en 1994, 46% chez eux en 2014, les croyants sont minoritaires en France. Alors ça ne recoupe pas non plus l'autre chiffre d'appartenance religieuse, puisque les appartenances religieuses ne sont pas exactement les mêmes questions que croire ou ne pas croire, hein. Mais j'espère avoir répondu cette fois-ci plus clairement. Je reconnais bien que on additionne des choses, athées convaincus, sans religion, on essaye de distinguer appartenance, croyance. Je ne voudrais pas donner au sondage plus de valeur prédictive ou descriptive qu'ils n'en ont. C'est une photographie à un instant T. Ce que je voudrais dire, et j'en profite puisque vous me posez la question, c'est que ces sondages mesurent des attitudes à l'égard de la religion. C'était ça la question posée. Ils ne mesurent pas des attitudes à l'égard de la laïcité. Et donc on peut être dans la case musulman et laïque, hein, on est bien d'accord. Et un croyant et laïque, oui. Non, et un croyant et catholique, par exemple, est-ce que ça rentre comme... Parce qu'on avait 48% de catholiques. Je ne veux pas faire le débat, mais 48% de catholiques, 6% de musulmans, 2% de... C'était le sondage Sociovision 2014, oui. Est-ce que ceux qui ont répondu à cette question se considèrent comme croyants ou non croyants? C'était simplement ça. Alors là, ils se considèrent comme appartenance à la religion catholique. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que les sociologues analysent la montée d'appartenance sans croire, on le recoupe avec d'autres types de questions, et la montée de croyance sans appartenance, parce que chez les sans religion, il y en a qui vous diront sur d'autres questions qu'ils pensent à une vie après la mort, qu'ils ont des attitudes spirituelles, qu'ils disent prier souvent. Vous voyez, donc ça complexifie un peu. Bon, pour faire la réponse la plus simple à votre question, 63% dans le sondage Win-Gallup de personnes en France qui se déclarent athées ou sans religion. Merci. Vous aussi, Nicolas, vous avez été interpellé très directement. L'Observatoire se contente-t-il d'observer ? Non, et je vous avoue être un peu surpris de cette interrogation, parce que je trouve que c'est assez injuste vis-à-vis de l'Observatoire de la laïcité, qui est une instance jeune, qui a été installée en 2013, et qui est une toute petite structure avec malheureusement très peu de moyens. Et pourtant, je crois que justement notre action est constamment concrète et de terrain. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Non, on ne fait pas qu'observer. On a déjà édité des guides pratiques pour les structures socio-éducatives, pour les collectivités locales et les élus et les fonctionnaires, pour la gestion du fait religieux dans les entreprises, qui sont diffusées partout, qui vont encore être envoyées sur tous les territoires. Nous nous déplaçons plusieurs fois par semaine sur le terrain, 2 à 3 fois le président, 2 à 3 fois moi-même. Ensuite, on forme des référents dans toutes les régions pour ensuite eux-mêmes former sur le terrain. Nous avons lancé tout ce qui se passe actuellement dans l'éducation nationale. Alors après, on peut en reparler sur comment ça doit s'appliquer en associant évidemment le terrain, les enseignants, les parents aussi. Donc on essaye de faire beaucoup. Nous avons aussi lancé, 2 de nos membres ont lancé l'enseignement, enfin ont participé à la mise en place de l'enseignement civique et moral. Enfin bref, on va lancer un immense plan de formation pour tous les acteurs de la politique de la ville, qui se lance avec le CGET, le ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Ville, en janvier prochain. Enfin, je vous assure qu'on fait énormément de concret et que c'est vraiment notre objectif que d'apporter des réponses concrètes à des interrogations réelles qui peuvent se poser sur le terrain pour que les acteurs aient des réponses effectivement face à leurs difficultés de tous les jours. Merci en tout cas d'avoir su très concrètement aujourd'hui répondre à notre invitation. Nadia Azoug, vous avez aussi été interpellée. Il me semble qu'il y a eu plusieurs prises de parole autour de la notion, la nécessité d'agir au local et avec le monde dans la tête, pour le dire comme ça. Est-ce que vous avez envie de développer rapidement, moi il me semble qu'on a
ça a été évoqué à la fois par une intervention-question sur les priorités. On fixe des priorités, mais après, quels moyens on a pour pouvoir mettre en œuvre ces priorités? Bon, moi, je le dis autrement. Hein. On nous dit qu'il y a urgence, mais maintenant, comment on fait pour, quand il y a des projets solutions multiples, hein, qui peuvent être justement là pour pouvoir agir et intervenir, comment les moyens sont donnés? Donc, du coup, on est confronté à ce que l'on appelle les différentes formes du pouvoir, hein. Le pouvoir des décideurs, le pouvoir des élus, le pouvoir des différentes administrations, et du coup il y a des conflits, il y a tension avec le pouvoir agir, mais le pouvoir agir même d'un enseignant dans une classe, hein, même j'ai envie de dire d'un commerçant ou d'un militant, d'un bénévole qui voudrait s'investir, et du monde associatif. Et on est en France, parce qu'il y a aussi cette histoire et cette culture, face à une administration lourde, faut remplir de la paperasse, etc., etc. Moi, je suis conseillère régionale, je suis abasourdie par les dossiers que l'on demande aux associations et à toute structure quand elles veulent demander des subventions. Donc, moi, j'ai fait partie de ces élus. J'ai porté un vœu. J'ai porté un vœu aussi contre la marchandisation du système associatif et de l'éducation. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on pose les choses. J'ai été chef de file de tout un travail sur justement comment revenir à des appels à projets et qu'on arrête de passer par des marchés. Et en plus, les marchés européens offrent des possibilités contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc, il y a des possibilités, appels à projets, mandatement, délégation de services publics, etc., etc. J'ai travaillé là-dessus pendant 1 an et demi. Donc maintenant, puis je suis très à l'aise, je suis pas en campagne, je suis conseillère régionale sortante. Donc voilà. Moi, je crois qu'il y a un vrai problème, c'est que le temps des élus, le temps de l'administration et le temps des populations n'est pas le même. Et il y a choc énorme. Quand on nous dit priorité, urgence, nous à la limite on est là, hop, on y va, mais du coup on va présenter, mais on le voit bien, je le vois bien avec Remember. On a un autre projet qui s'appelle MAURES pour la France, MAURES, qui est essentiel, lié au centenaire de la Première Guerre mondiale. On voit bien, il y a un intérêt, mais tout le monde ouvre des grands yeux dès qu'on voit les outils que l'on a ou autres, mais pour l'instant, je peux vous le dire, quoi, on n'approche même pas les 60 000 € de subvention, alors qu'on doit faire là, et on n'a quasiment rien en caisse, parce qu'en plus, on doit mettre en œuvre, et les subventions arriveront 3 à 6 mois, ou presque 1 an plus tard. Donc on a un problème de trésorerie aussi. Alors je suis pas en train de pleurer là, c'est pas ça, mais c'est une réalité. C'est ce que j'appelle la vie, la vraie. Donc on va trouver des solutions, on va pour pouvoir agir. Et juste pour, je voulais pas faire le lien Roubaix, etc., mais en même temps je vais le faire. Je vais le faire pour une chose, et par rapport à ce que je vis aussi dans mon quartier au Quai de Chemin, sur le phénomène d'acculturation par rapport à la religion. Moi, je fais partie de cette génération où la religion, mais très clairement, c'était pas notre tasse de thé. On vivait avec, on vivait pas avec. À l'allèle dans les cantines, etc. On mangeait pas de porc, je n'en mange toujours pas, ça me posait pas de problème, quoi. Et puis ça posait pas de problème à mes voisins, entre guillemets, français de souche. Voilà. Donc là, on est face à un phénomène où les jeunes, en plus, rattachés donc à la religion musulmane spécifiquement, réinventent l'islam, réinventent le livre. Et ça pose problème, puisque nous, on le voit, il y a même choc avec ce que l'on appelle les Chibani, les anciens. Donc, c'est là où moi je dis, je suis prise dans un étau, et je ne peux plus rien dire là. Parce qu'entre ce qui se passe là, et Marine, Le Pen, et Nadine, Morano et bien d'autres, non pas la prise en considération du peuple, mais la montée du populisme, et là je fais le lien avec l'Europe, essentiel. Je pense qu'il faut qu'on soit dedans et dehors tout le temps. Et c'est là où ça devient aussi compliqué, pensée complexe, Morin, patati patata. Je fais référence à tout ça, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et alors, la dernière chose, et j'arrêterai là, moi, je ne suis pas sur où, mais comme dans le menu, c'est le fromage et le dessert. C'est et. Voilà, bon, je suis un estomac sur pattes peut-être, mais du coup, ça nous oblige tous à être tous autour de la table pour trouver des solutions. Et il faut impérativement qu'on sorte de nos divergences. Et ce que j'ai appris en Afrique du Sud, quand on démarrait nos séances de travail 10 ans après l'apartheid, j'ai eu cette chance-là de travailler en Afrique du Sud, où les Sud-Africains disaient toujours, avant de rentrer en séance de travail, ils disaient « What we have in common », qu'est-ce que nous avons en commun, au lieu de regarder nos divergences. Donc moi je suis justement de cette partie-là, et après que l'autre il croit pas, mais c'est comme le parti politique, hein. Il y a quelque chose autour du pouvoir, de l'accaparation du pouvoir, et moi je dis, le pouvoir c'est le savoir, redonnons les clés du savoir envers tous. Voilà.
à Pantin, dans l'Aveyron, à Bruxelles et en Corse. Robin Renucci, on voulait vous entendre un peu plus sur ce que vous faites. Au fond, vous êtes un artiste qui aurait pu se libérer, justement, ne pas chercher à s'encombrer des institutions. Vous avez le courage, au fond, d'aller chercher l'éducation nationale, ou en tout cas d'accepter de discuter avec elle sur la réverse citoyenne, les institutions culturelles, voilà, des grandes institutions. Dites-nous un peu où vous puisez justement ce courage qui vous conduit à persister malgré les obstacles. Eh bien, en ayant reçu beaucoup, on a envie de donner beaucoup. C'est la première des choses. Que le monde enseignant, le corps des enseignants m'a construit, voilà, m'a instruit, et que je n'ai eu que d'enseignants qui étaient d'enseignants passionnés, qui ont été capables de transmettre leur passion. Et c'est ça qui a transformé mon histoire, que j'ai envie de me soucier de la formation des enseignants parce que j'ai vu qu'elle était minorée, tout simplement. Dans les IUFM, il fut un temps qui était à réformer, bien entendu, et aujourd'hui dans les écoles supérieures du professorat et de l'enseignement. Donc participer à la formation des maîtres me semble au cœur et même au début de la chaîne de la réflexion, puisqu'il s'agit dans tout cela d'éducation, même d'instruction, et d'instituer, évidemment. Simplement, nous ne sommes pas dans un rapport à l'institution qui est un rapport fermé, c'est-à-dire un rapport qui sont des cadres, des dispositifs, et que la disposition est première, c'est-à-dire que l'humain a besoin de fraternité et d'être des tisserands, les uns avec les autres, pour construire quelque chose ensemble. Donc tout cela, ça se passe dans le cadre institutionnel, certes, quand il se doit. Je suis donc, encore une fois, directeur d'un centre dramatique qui a cette mission d'aller tisser avec les 60% de la population, encore une fois, qui n'ont pas l'accès à la culture, parce que c'est un paradigme, le mot, pardon, est cité une fois de plus. C'est une vision de la chose qui nous ramène à une histoire de la démocratisation culturelle qui n'a pas lieu aujourd'hui. Mais faire avec la culture de l'autre, ça, c'est un problème de notre institution. Faire avec et non pas faire pour l'autre, qui est une grande problématique. Donc faire avec, c'est le souci des Tréteaux de France, dans une bannière qui est très claire, création, puisque c'est la mission d'un centre dramatique, à condition que l'œuvre soit capable d'être portée à la parole de l'autre et qu'il sorte d'une réalisation théâtrale en disant ben, « ça me parle », donc pouvoir parler à l'autre et que l'autre se sente œuvrer, parler. La création donc, la formation, parce que si nous ne passons pas par le biais de la formation des enseignants, des acteurs responsables qui sont ceux-mêmes qui vont devenir les tisserands à nouveau des liens dont je parle, eh bien nous échouons. L'éducation et la transmission qui est au cœur, et puis l'éducation populaire, voilà, qui est au... Alors cela, je peux le faire dans une institution ou dans le Conservatoire national dont je vous parlais, mais à côté de cela, depuis 20 ans, je tente de le faire dans une association, car grâce au dispositif de la loi 1901, nous pouvons nous unir totalement librement, un peu comme des saumons qui remontent le courant, et faire en sorte que nous créions des espaces et des lieux. C'est essentiel. Donc pouvoir être ensemble, pendant près d'un mois, par exemple, dans ce qu'on appelle des stages donc de réalisation, qui consiste à dire c'est à la fois l'œuvre construite, mais en même temps un chemin initiatique individuel. Surtout lorsque nous sommes différents et que nous sommes enseignants, éducateurs, animateurs, professionnels, participants de pays étrangers et amateurs, parce que c'est essentiel de considérer le champ de l'amatorat qui a été le ferment, le creuset de toutes les actions professionnelles, eh bien, il faut des lieux qui n'existent plus en France. Donc en Corse, oui, il y en a un, merci de me poser la question, depuis 20 ans, très actif, qui bénéficie des soutiens de l'institution, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation populaire telle qu'elle a été au départ dans son intitulé, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. J'ajouterai à cela celui de l'agriculture de temps en temps, car il le faut. Il y a une charte, je vous le rappelle, culture-agriculture qui est essentielle, dans un milieu rural où tous les handicaps sont transformés en atouts, c'est-à-dire que la résidence dans un parc naturel régional permet de bien se rencontrer et d'œuvrer. Par exemple, donc dans des exemples très concrets, avoir des participants africains, maghrébins, mélangés avec des participants de pays européens, c'est fondamental aujourd'hui dans un cadre
de théâtre et de faire ensemble. Car se redonner des images symboliques de notre vie commune par le biais de la représentation et de la fiction, c'est au cœur de la question. Et je crois même que c'est par la symbolicité qu'il faut que nous retrouvions le sens des choses. Donc repasser de cette pulsionalité dans le cadre ultra-libéral dans lequel nous sommes, pour repasser à de la singularité et de la symbolicité, c'est le questionnement. Un autre projet, le projet ITAC, qui a réuni des jeunes Grecs, des jeunes Allemands et des jeunes Français pour parler de la crise, eh bien, leur façon à eux de nommer leur crise à la fois, pas seulement économique, mais spirituelle, car il a été question de cela, de symbolicité, ça ne concerne pas que la religion. Et le besoin de spiritualité, si nous posions la question dans ce sens-là, et non pas quel est votre besoin religieux, par exemple, eh bien, nous aurions sans doute plus de 30%, car nous avons tous besoin de symbolicité pour dépasser la pulsionalité dans laquelle nous sommes, d'autant plus dans l'ère ultralibérale dans laquelle nous sommes entrés depuis un siècle et qui est en train doucement de s'effondrer. Et ce dont parlait le texte que j'ai voulu lire tout à l'heure, c'est simplement de cette question, de cette ouverture à nouveau sur un autre endroit à construire ensemble, qui est quoi, en fait? Après l'égalité de droits dont il a été question, après la liberté des consciences, la fraternité est absente, et se retrouver d'être les tisserands de fraternité, là où nous pouvons l'être, c'est un vrai problème politique. Le tisserand de la fraternité. Et si je suis dans la métaphore, je dirais que nous ne pouvons pas être des gens qui apportons la culture aux autres, hein, mais nous sommes peut-être des rémouleurs, c'est-à-dire ceux qui permettent d'aiguiser l'outil. Le rémouleur n'apporte pas l'outil, il apporte la meule pour que chacun vienne aiguiser son outil. Et la nécessité aujourd'hui de permettre à nos concitoyens d'aiguiser leurs outils, ça passe par quoi? Ça passe par la prise de la parole. De passer du bavardage à la parole, de la gesticulation au geste et de l'excitation politique telle que je les ai montrées à la concentration de chacun. Mettre en valeur la singularité, permettre à chacun de s'exprimer, c'est un devoir d'humanité, de fraternité et un devoir politique. Merci à tous et à chacun. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas en campagne. Il me semble que nous sommes tous en campagne en faveur d'une éducation populaire laïque, celle qui est capable de marier institution et transgression et de créer ces espaces et ces lieux.